Bonjour à tous les amis, ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer, vous voyez la lumière est difficile à voir parce qu'on est en hiver. Donc aujourd'hui je vais vous montrer deux exercices qui sont anti-cisaillement. Donc on va comprendre ce que c'est une douleur de cisaillement. Donc je vais prendre le temps de vous expliquer ce que c'est, parce que vous allez bien comprendre qu'on va réussir à soulager une douleur et surtout l'améliorer de manière durable que si on a une étiologie. Et il faut bien que ça rentre dans la tête des gens, que ce soit des praticiens ou que ce soit des clients, des patients, tu les appelles comme tu veux, que un diagnostic, c'est pas une étiologie. Il faut que ça rentre à un moment donné. Un diagnostic, ce n'est pas une étiologie. Et une étiologie, qu'est-ce que c'est? C'est la cause de la cause. Et on sait que une pathologie, quelle qu'elle soit, c'est une expression pathologique. Et qu'une expression pathologique, elle va subvenir si plusieurs facteurs sont conjoints qui vont provoquer ce syndrome. Parce qu'un syndrome est un ensemble de symptômes. Et donc les symptômes peuvent être les mêmes d'une pathologie à une autre. Et donc il va falloir aller vers ce que j'appelle un arbre étiologique. D'accord? Et donc, vous savez que, quelle que soit la cause de la douleur, la perte de mobilité est une des causes de douleur. Vous savez que vous avez 4 causes d'origine fonctionnelle quand on parle de douleur, qu'ils ont isolées ou associées. Souvent elles sont associées, parce qu'on est sur des pathologies mixtes, quand on parle de chronicité, d'origine mixte, multipathologique et multifactorielle, multicausale, parce que on est sur un corps humain qui est multidimensionnel, que ce soit au niveau endocrinologie, au niveau moléculaire, au niveau anatomique, neuroanatomique, etc., etc. Vous êtes sur des modèles en fait. Biopsychosociaux, tenségrité biologique, potentialisation à long terme et tout le bordel, d'accord? Et donc dans ces quatre causes, vous savez que vous avez un déséquilibre musculaire, un déséquilibre postural, une raideur articulaire ou une hypoextensibilité locale, c'est-à-dire que les algorécepteurs dans le tissu conjonctif ils sont étirés, ils envoient un influx nerveux douloureux, ou vous avez une hypermobilité en réponse à une rétraction à distance. Donc on a mal là où ça bouge pas, ou on a mal parce que ça bouge trop, parce qu'ailleurs ça bouge pas, parce que le cerveau va essayer comme il peut de trouver la meilleure posture économique, et avoir mal ça lui fait dépenser trop d'énergie, donc il va créer des positions antalgiques et créer des compensations sur des compensations, parce que le schéma moteur n'est pas corrigé, parce qu'il a été automatisé, un mauvais automatisme, mais c'est le résultat d'une stratégie d'évitement de la douleur. D'accord? Et donc vous savez que quand on va plus loin dans l'étiologie, vous avez 3 types de douleurs. Là, je vous ai parlé de 4 types de déséquilibre en gros. Hein. Et bien vous savez que vous avez 4 types de douleurs. Pardon, 3. Une douleur d'origine mécanique, celle qui augmente pendant l'effort mais qui ne fait pas mal au repos. Une douleur d'origine inflammatoire, celle qui fait des réveils nocturnes. Et donc quand on parle de douleur, on devrait parler de douleur horaire. Horaire, d'accord, dans les diagnostics qui ne prennent pas en compte les étiologies dont je vous parle. Et donc plus le matin je mets de temps à me déverrouiller, ça s'appelle le temps de déverrouillage, plus ça veut dire qu'il y a une inflammation. D'accord? Et la dernière douleur qui nous reste, mais par contre la douleur inflammatoire diminue pendant l'effort. Ça vous fait un petit point de comparaison. Et la dernière douleur qui nous reste, c'est la douleur nociplastique, c'est-à-dire une sensibilisation centrale. Donc il n'y a pas besoin d'être Einstein pour parler de sensibilisation centrale quand on sait que quelqu'un qui a mal 3 mois d'affilée, tous les jours, son cerveau, c'est à peu près le temps où la biochimie du cerveau, elle va changer. Et que la douleur va laisser une empreinte dans mon cerveau, particulièrement dans mon hippocampe et dans mon amygdale. Ça va merder. Ça va faire une empreinte, et c'est comme ça que ça s'appelle, une empreinte, et elle devient durable. Et moi qui suis très mécaniste, tu sais, j'ai une vision très mécaniste, d'accord? Tu sais que quand on parle de posturologie, on va être sur particulièrement au niveau d'un modèle de tenségrité biologique, c'est-à-dire la répartition globale de toutes les tensions. Les tendons et les ligaments eux-mêmes tendus font que les muscles compriment les articulations. D'accord? C'est les os qui flottent
dans le tissu conjonctif, c'est-à-dire que c'est les os qui maintiennent les articulations, pardon, c'est les muscles qui maintiennent les articulations en suspension, et ben tu sais qu'on peut avoir des douleurs de pression, tu vois, c'est-à-dire une compression verticale par rapport à la gravité, donc une douleur de pression, d'hyperpression. On peut avoir une douleur de tension, c'est-à-dire une douleur d'étirement. Et je vous rappelle que la contraction du muscle est une contraction réponse à son propre étirement. Donc on va être sur quelque chose de plus longitudinal, d'accord ? Et celle dont on va parler aujourd'hui principalement, c'est une douleur de cisaillement. Et une douleur de cisaillement, c'est-à-dire que vous avez un défaut de glissement de surface, si on peut dire. Quand une articulation elle est instable. Et quand elle est instable, je vous ai dit, c'est des mouvements parasites. Et tu vois, si on voudrait aller encore plus loin dans l'étiologie, on peut dire qu'il y a des points triggers dans le tableau clinique, mais que ce n'est pas tout le tableau clinique, que quand un nerf fait mal, il serait peut-être bien de savoir est-ce que c'est un syndrome canalaire, c'est le nerf qui est comprimé, ou c'est un syndrome neurodynamique, c'est le nerf dans sa gaine qui est trop étiré, qui est irrité, ou c'est la gaine du nerf qui est irritée, c'est canalaire, ou c'est le nerf dans la gaine qui est irrité, c'est neurodynamique. D'accord ? Juste pour le nerf pudendal par exemple, qui est très petit, il peut se coincer dans 3 endroits différents. Donc il serait bien de savoir à quel endroit il se coince. Par exemple, c'est un exemple comme un autre. On sait qu'on a beaucoup de fosses sciatiques, de sciatique tronquée, à cause d'un psoas, à cause d'un fessier. On sait qu'on a des muscles qui peuvent provoquer des douleurs angineuto-urinaires, psoas adducteur oblique, et donc on sait qu'on est sur des pubalgies. Et on sait qu'on est sur des carrefours posturales avec des interrelations articulaires hanche-épaule, épaule-cou, et que vous avez de la transmission de force entre le haut et le bas du corps. Sacro-iliaque, grand dorsal, sangle abdominal. D'accord, je vous l'ai déjà dit. Et que la sacro-iliaque, c'est souvent le pivot central des déséquilibres croisés et des syndromes croisés. Les syndromes croisés, c'est les syndromes que je vois le plus, parce que c'est parmi les plus fréquents. Donc syndrome croisé supérieur, syndrome croisé inférieur, c'est parmi les syndromes les plus fréquents que vous verrez. D'accord ? Et donc, le cisaillement, il est très particulier. C'est un type de douleur très particulier, donc c'est important de le comme toujours, il y a une étiologie derrière, et donc il va falloir pas un protocole standard. Le protocole ne doit être en aucun cas standardisé, il doit être fait en amont, suivant l'étiologie d'origine fonctionnelle. Et pas structurelle, parce que même une pathologie organique, on va la traiter en première intention comme si elle est fonctionnelle. Donc il faut quand même traiter la structure, des fois il n'y a vraiment pas le choix, mais on sait que dans tous les cas, le temps de réadaptation sera le même que s'il y a une opération ou pas. C'est ça que je veux vous dire. C'est que quand il y a une opération, par exemple, une rupture d'un ligament croisé ou pas, quand il y a un souci au niveau des ligaments croisés ou pas, rupture ou pas rupture, et ben qui est opération ou pas, en réadaptation, je parle pour les sportifs particulièrement, c'est le même temps de réadaptation, qui est rupture ou qui est pas rupture. Donc on le voit que ces 9 mois, ils sont essentiels parce que c'est une histoire de cerveau. C'est que le cerveau doit répéter pour consolider sa mémoire, consolider le schéma moteur, être assez réactif et se contracter au bon moment. Parce qu'il y a une histoire de vitesse, et la vitesse du muscle, elle change la force, et surtout d'adaptation. C'est qu'une histoire d'adaptation, la douleur. Mettez-vous bien ça dans la tête. Et que le cerveau est au cœur de toute cette adaptation. Donc tant que vous ne comprendrez pas que la douleur, c'est pas j'ai de l'arthrose, c'est pas c'est ci, c'est ça, c'est mon cerveau qui perçoit la douleur. Qu'elle soit réelle ou pas, pour lui, elle est réelle. Parce que le cerveau fait des hypothèses et il anticipe la douleur. Il a mal avant même que j'ai conscience que j'ai mal. Parce que le cerveau ne génère pas l'information, il ne fait que la traiter. Je vous ai déjà dit qu'on a été une étude unique de 2013 de quelqu'un qui s'est pris une poutre dans le cortex insulaire. Et malgré tout, cette personne, elle sent encore la joie à la douleur. Elle ne peut pas dire j'ai beaucoup mal ou un peu mal, mais elle peut dire j'ai mal. Parce que le cerveau, il ne fait qu'évaluer. Il ne génère pas l'information, il ne fait que la traiter. L'information, elle arrive de beaucoup plus bas, beaucoup plus primitive, beaucoup plus animale. Intestin, cœur, cerveau. C'est comme ça que ça monte. Vous avez un acheminement suite d'informations au niveau du traitement sensoriel, suite à une communication globale au niveau cellulaire. Toutes les cellules parlent en même temps et le cerveau s'occupe simplement de la réponse globale. Donc tant que vous ne comprenez pas qu'il faut avoir une approche globale pour donner une réponse globale, parce que la réponse doit être cohérente et donc il va falloir agir sur tous les facteurs, le stress, le sommeil, etc. Si je ne dors pas, je n'apprends pas. Si je ne dors pas, je n'oublie pas. Donc le sommeil, je vous l'ai dit plein de fois, c'est le meilleur médicament. Le stress, c'est un frein
à l'apprentissage. Donc tant qu'on est trop stressé, on n'a pas assez d'émotions positives et donc le cerveau ne peut pas conserver des souvenirs s'il n'y a pas de contenu émotionnel. D'accord? Le cerveau, il étiquette chaque souvenir. Et donc s'il n'y a pas de charge émotionnelle derrière, il ne va pas apprendre. Donc tant qu'on fait des mouvements et qu'on a mal, on ne peut pas apprendre. Et donc il faut trouver des mouvements non douloureux qui soient doux et progressifs pour que le cerveau puisse faire ses ponts. Parce que je vous ai dit, le cerveau, c'est un système associatif. Tant qu'il associe mouvement-douleur, il ne va pas l'intégrer en automatisme. Donc il faut trouver des mouvements lents, doux, contrôlés, trouver la préférence directionnelle. Ça, c'est un travail de réadaptation. Donc moi, comme vous savez, je sais qu'il y a l'exercice. Donc vous savez, souvent, je vous ai dit, vous avez des syndromes croisés inférieurs, c'est très fréquent. Quand vous avez des pubalgies, vous avez des amnésies des fessiers, dans beaucoup de cas. D'accord? Donc amnésie des fessiers, c'est souvent un syndrome croisé inférieur, hein, c'est-à-dire qu'il y a le ventre qui est trop faible avec. Le fessier, c'est sûrement très oublié en réadaptation, comme le multifide, hein, qui est le grand oublié des salles de kinésithérapie. Donc c'est pour ça que je vous en parle tout le temps. Parce que si vous n'avez pas de multifide, vous n'avez pas ce qu'on appelle un ajustement postural anticipateur et donc la gravité, vous n'allez pas pouvoir y faire face. Parce que le multifide, il va travailler avec le transverse et le périnée. Donc périnée, pubalgie, même combat. On est sur la sphère, toujours la sphère pelvienne et il y a toujours une putain de dynamique. Donc on regarde toutes les chaînes, on n'en regarde aucune. Parce que toutes les chaînes montent et descendent, ascendantes et descendantes, myofasciales et neurophysiologiques, elles montent, elles descendent, elles passent dans le bassin. Et que si vous n'avez pas un fessier, vous allez surcharger les rotateurs de hanches, piriformes, obturateurs, et puis vous allez surcharger les adducteurs, et vous allez surcharger le psoas. Et quand il y a une prédominance des quadriceps, c'est souvent l'adducteur long qui va être trop faible. D'accord? Et ça, c'est beaucoup chez les cyclistes ou les coureurs, par exemple. D'accord? Donc l'exercice de base pour stabiliser, enfin un exercice qui est très commun pour renforcer la chaîne postérieure, donc le dos, stabiliser la sacroiliaque qui est super, mais le souci c'est qu'il fait trop d'hyperextension, il fait que je vais trop me cambrer parce que si le psoas est trop raide, on a une hyperlordose lombaire, si le fessier est trop faible, ma jambe va passer en arrière, j'ai une perte d'extension de hanche, mon cerveau va chercher cette extension dans le bas de mon dos et je perds ma dissociation lombo-pelvifémorale, d'accord? Et donc j'arrive plus à segmenter. Et ben le pont fessier, malheureusement, même si c'est un super exercice en soi, on ne peut pas y accéder tout de suite. Et donc il faut trouver des moyens de protéger cette colonne lombaire. D'accord? Donc le souci, c'est que cette poussée vers le haut qu'on a en pont fessier, ça peut créer des cisaillements et des douleurs. Et donc je vous ai dit, c'est que le bassin n'est pas verrouillé. Et ce qui verrouille le bassin, c'est la chaîne adducteur oblique, abdo-pubo-fémoral croisé, qui va verrouiller le bassin pour que le bassin ne bouge pas quand on marche. D'accord? C'était la dernière vidéo que je vous avais fait dessus. Donc moi, j'ai tendance à conseiller plutôt des dead bugs, parce que c'est un peu plus doux, c'est plus contrôlé, parce qu'on est sur le dos et qu'on n'a pas cette charge verticale, par exemple, comme un squat ou un deadlift. Squat, deadlift, tu ne vas pas donner des squats à des deadlifts en première intention à quelqu'un qui a mal au dos de manière chronique, parce qu'il n'a même pas son contrôle postural, parce qu'il a probablement pas déjà assez de mobilité thoracique. Et probablement la charnière thoracolombaire, elle doit surcharger à mort. Donc il va falloir déjà remettre des courbes physiologiques dans le dos. Et ça, on va le faire comment? En renforçant le multifide. Et le multifide, on le renforce comment? En faisant du gainage. Et le souci, c'est que le pont fessier, c'est un gainage qui est essentiel, mais on ne peut pas y accéder tout de suite. Quand il y a des douleurs, notamment de cisaillement. Donc, d'une manière générale, prenez l'habitude quand vous avez une hyperlordose lombaire et de mettre une légère rétroversion. Donc, quand vous êtes en dead bug ou en pont fessier ou ce que vous voulez pencher, pensez à mettre une légère rétroversion de protection pour protéger vos lombaires quand vous faites surtout des gainages. D'accord? Et vous pouvez faire cette rétroversion, que vous soyez en pont fessier, en dead bug, pour verrouiller la charnière thoracolombaire et stabiliser la sacroiliaque en limitant justement ce cisaillement. On va arriver, vous allez comprendre ce que c'est. D'accord? Donc j'ai modifié un dead bug je vais vous montrer deux exercices anti-cisaillement et en fait j'ai pris un dead bug que j'ai modifié et un autre bird dog que j'ai un petit peu aussi le bird dog existe déjà, le dead bug comme je le fais, je l'ai jamais vu nulle part. D'accord? Donc le cisaillement, c'est vraiment des douleurs qui sont provoquées par un glissement ou un décalage anormal entre deux structures articulaires ou vertébrales, créées
en une contrainte mécanique excessive. Et je vous rappelle qu'on est sur un modèle de tenségrité biologique, d'accord, que j'ai publié 2 fois en revue médicale scientifique à comité de lecture sur un modèle de tenségrité biologique pour la douleur, c'est-à-dire le fait que tout, en termes de tension, ça va se répartir de tous les côtés. Et en fait, la tenségrité biologique, c'est un système qui est par nature autocontraint. Et les douleurs de cisaillement, je vous ai dit, elles se distinguent de celles de compression par rapport à une pression directe, donc gravité et pression verticale, ou de tension, étirement. Et le souci de la douleur de cisaillement, c'est que c'est un caractère instable et imprévisible. Donc surtout, on va les avoir, de mon expérience, dans les charnières thoracolombaires, donc la zone de transition T2-L1, où vous avez les courbures de la colonne qui s'inversent. Vous voyez ? C'est qu'à un moment donné, là je suis sur mon bassin, là je me cambre, donc là je suis sur ma lordose lombaire, là je suis sur ma syphose dorsale, et là je suis sur ma lordose lombaire. Lordose lombaire, syphose dorsale, lordose cervicale. Toutes les courbes du dos dépendent de l'angle du bassin, d'accord ? Et vous avez à un moment donné, vous voyez que ça courbe et puis ça s'enroule. Et ben c'est là que les vertèbres s'inversent, parce qu'elles doivent changer de sens. Et donc il faut que ça soit le plus neutre possible, le plus physiologique possible, disons plutôt, d'accord ? Et une irritation nerveuse ou un déséquilibre mécanique peut entraîner des douleurs projetées vers les lombaires, les hanches et les fesses ou l'aine. Quand on parle de charnière thoracolombaire, d'accord ? Donc je sais qu'en France, on parle beaucoup du syndrome de Meigne, mais moi j'étudie beaucoup la littérature américaine surtout, d'accord ? Et le syndrome de Meigne, là-bas, ils s'en battent les couilles en fait. Ils n'en parlent pas, d'accord ? C'est-à-dire que pour eux, ils parlent de syndrome de la charnière thoracolombaire, tout simplement. Et ils ont raison, hein, d'accord ? Ça n'a rien de compliquer les choses. Et l'articulation sacroiliaque peut aussi avoir ce souci de glissement, parce qu'elle transfère, comme je vous l'ai dit, le poids du haut du corps vers les jambes. Et quand elle est instable ou inflammée, souvent c'est les deux en même temps, d'accord ? Parce que quand une articulation est instable, elle bouge trop, et vu qu'elle bouge trop, c'est des micro-mouvements qui sont malgré tout traumatiques, c'est des micro-lésions en fait, hein. C'est des micro-mouvements anormaux qui sont instables et donc qui font de l'usure prématurée. Donc l'arthrose, c'est de l'instabilité, c'est de l'hypermobilité. En pubalgie, quand il y a de l'arthrose sur le pubis, c'est pareil, c'est de l'instabilité, c'est une surcharge parce que le mouvement est parasite, même s'il est invisible à l'œil nu. Et donc le gainage, je vous ai dit plein de fois, c'est la pierre angulaire de la réadaptation parce qu'elle va supprimer ces mouvements parasites en recrutant la musculature profonde. Donc il va falloir travailler son engagement du périnée, du transverse, son contrôle postural et sa respiration, les fondamentaux du gainage. Et je vous ai fait une vidéo complète dessus. D'accord. Et donc il faut ces prérequis. Et la sacroiliaque peut aussi faire des douleurs dans le bas du dos, les fesses et parfois jusque dans les jambes. Et quand c'est chronique, une sacroiliaque, de mon expérience, c'est souvent pas raide, c'est souvent instable. Et le cisaillement, c'est traître parce que c'est une origine mécanique qui survient quand deux segments, comme je vous ai dit, vertèbres, exemple vertèbres, sacrum, iliaque, etc., glissent l'un par rapport à l'autre au lieu de rester stable. Et donc, la sensation typique, c'est une douleur vive, parfois en coup de couteau, déclenchée par certains mouvements. Flexion, rotation, montée, descente d'escalier, port de charge, d'accord ? Donc souvent dans le bas du dos, la fesse ou l'aine, mais peut irradier vers la cuisse, d'accord ? Et donc, ça arrive souvent dans les situations où l'articulation n'est pas verrouillée. Par exemple, lors d'un changement de posture ou un effort asymétrique. Et on sait que quand on a un souci asymétrique, le gainage qui va corriger les déséquilibres musculaires asymétriques, je vous ai dit, c'est le gainage costal. Il est capital. Et en plus, il va éviter justement de mettre trop de charge axiale en fait. Trop de charge, vous comprenez, au niveau de la colonne vertébrale, d'accord ? Et de la sacroiliaque notamment. Même s'il va falloir, comme toujours, renforcer les deux côtés pour recruter les neurones miroirs. Gauche-droite, d'accord ? Et que le cerveau va chercher toujours le meilleur schéma moteur. Et donc, la différence entre une douleur de compression ou de tension, donc de charge de gravité ou de tension, d'étirement, c'est que la douleur de cisaillement est liée à un mouvement de décalage, je vous ai dit, latéral, c'est-à-dire sur le côté, ou antéro-postérieur, devant-derrière. Pas seulement à une pression, un étirement. Et bien sûr, tout ceci, ça peut être mixte, vous comprenez ? Donc, exemple concret, une sacroiliaque instable, si je me penche en avant puis je me redresse, le bassin peut glisser légèrement, provoquer une douleur brutale. Si c'était la charnière thoracolombaire, par exemple, un mouvement de rotation ou de torsion du tronc peut déclencher une douleur projetée, car la zone de transition n'absorbe pas correctement les contraintes. Donc le but
de mon travail, quand les gens viennent me voir en consultation, c'est d'aider leur corps et leur cerveau surtout, à répartir les charges de manière le plus homogène possible. Les forces de tension, il faut les répartir. Les forces de tension, il faut les répartir de manière le plus homogène possible, pour que je surcharge moins quelque part, d'accord, et que j'ai mal. Donc il faut faire de la stabilisation musculaire, renforcer les muscles profonds, transverses, multifide fessiers pour limiter ces glissements, faire de la mobilité contrôlée, travailler la proprioception, donc le cerveau, la fluidité articulaire pour réduire les contraintes de cisaillement. Donc c'est pour ça, moi je travaille beaucoup par exemple en Mackenzie, mais pas que, je vais m'inspirer de plein de choses, hein. Le yoga, le tai chi, ce que tu veux, tu vois, on s'en fout, il faut trouver des mouvements doux, on s'inspire, on prend partout. Moi je prends beaucoup chez les Américains, d'accord, vous l'avez compris. Et les douleurs de cisaillement, c'est des... on l'a déjà dit ça. Et donc, comme je vous ai dit, c'est typique vraiment de la sacroiliaque et des syndromes de la charnière thoracolombaire. Et donc, il faut un travail de stabilisation et de contrôle moteur pour être apaisé. Et donc, je vous ai dit, le contrôle moteur, c'est votre cerveau. D'accord ? Et donc, je vous ai préparé 2 exercices. Et d'une manière générale, quand vous voulez combattre ces douleurs de cisaillement, il va falloir trouver des exercices qui créent des diagonales de force et des coactivations musculaires qui empêchent ce glissement. D'accord ? Ok, donc je vais vous montrer quelques exercices. Donc tout exercice qui crée une diagonale de pression et une coactivation musculaire est un bon anti-cisaillement. Donc je vous en ai préparé 2. Et je vous montrerai un petit exercice bonus. Donc premier exercice, tout simple les amis. Bird Dog anti-cisaillement. Vous vous mettez en quadrupédie, à 4 pattes, largeur du bassin. Vous inspirez. Donc essayez de mettre le dos droit, neutre. J'inspire, je gonfle le ventre, je souffle, périnée transverse, j'engage. Périnée transverse. Je lève ma main gauche, mon genou droit, et je pousse. Et je reviens doucement. Je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire, je souffle, périnée transverse, je maintiens. Seulement là, je maintiens, je lève ma jambe, ma main, et je pousse. Genou contre main. En ciseaux. Hop, et c'est tout. Tout le monde a compris ? Tac, et je fais une résistance. Main contre résistance, main contre genou, genou contre résistance. Hop, et c'est tout. Là, je fais une diagonale de pression, j'empêche ma sacroiliaque et ma charnière thoracolombaire de faire du cisaillement. Deuxième, qui est encore plus doux, vous mettez sur le dos. Deadbug modifié, elle fait sa vie. Ça va bébé ? Eh oui, on t'a vu. On t'a vu, tu croyais qu'on n'allait pas te voir ? Si. On t'a vu. Donc regarde, je me mets sur le dos, je pose le bas de mon dos, j'aplatis mon dos sans écraser mes lombaires, je prends mon ballon de foot, j'inspire, je gonfle le bas du ventre, je souffle, périnée transverse, je maintiens le périnée transverse, puis je lève ma jambe, je pousse ma jambe contre mon genou, avec le ballon entre mes genoux, et ma main droite, je la pousse contre cette jambe, et je serre les deux, et je souffle, périnée transverse, je maintiens. Et là, je fais de l'anti-cisaillement. Légère rétroversion, j'aplatis sans écraser pour protéger mes lombaires, éviter l'hyperextension. Et de l'autre côté, j'inspire, périnée transverse, je lève ma jambe, tac. Mon pied, il pousse, il écrase le ballon. Mon genou, là, il écrase le ballon. Ma main, elle pousse ma jambe opposée. Et là, je fais de l'anti-cisaillement. Ça, c'est un exercice probablement que vous ne trouverez pas ailleurs. D'accord ? Je me suis creusé la tête pour le trouver. Donc tout le monde a compris. Tac. Et là je pousse. Tac. Et là je pousse le pied. Et ma main elle pousse ici. D'accord ? Et vous faites des petites séries. 3-5 secondes 5 fois par exemple. Puis 10 secondes 3-5 fois. Puis 20, puis 30 secondes. Puis 1 minute. Et puis c'est bon. D'accord ? Ça peut vous aider à retourner vers du pont fessier. À retourner vers de la planche modifiée. Vers du Superman modifié. À aller vers la verticalité progressivement. Et comme toujours, le mouvement doit être doux et progressif. La charge, elle doit être douce et progressive. Le corps, il aime porter, les articulations, elles aiment porter, le cartilage pour garder sa comment ça s'appelle ? Pour garder sa densité, parce qu'il a une capacité, je vous ai dit, d'auto-ajustement, qui est malléable. Mais pour soutenir le cartilage doit porter en réalité. Mais pour qu'il puisse le porter, il doit être stable. Il doit être bien stabilisé par les muscles, qui aide à empêcher justement, comme je vous ai dit, ces mouvements parasites. Les vertèbres, elles flottent. On parle de vertèbres flottantes en réalité. Donc les vertèbres, elles flottent, elles sont maintenues comme par plein de petites cordes si tu veux.
Et le multifeed va empêcher justement ces hernies discales. Il va prévenir, il va empêcher les vertèbres de se désaxer. Et donc tout exercice, tout travail en réadaptation, quand on parle de dos, doit viser le multifeed et le rendre fort et fonctionnel. Donc je vous donne une dernière petite astuce, les amis. Je sais ce que c'est avoir mal, hein, vous le savez. Je travaille dans la douleur du matin au soir. Hein. Je vois beaucoup de gens qui ont mal. Les petites choses, tous les jours, feront la différence, feront les grandes choses de demain. D'accord ? C'est-à-dire que pensez à marcher tous les jours. 10-20 minutes minimum, tous les jours, marche douce. Parce que c'est le temps pour oxygéner le cerveau, pour créer de l'antidouleur. Je vous ai dit, le meilleur antidouleur, c'est le cerveau. D'accord ? 10-20 minutes minimum tous les jours pour avoir l'effet antidouleur. 30 minutes pour lubrifier les articulations. Et je dirais 1 heure maximum. Ça suffit en vrai. Pour s'entretenir, je parle. Et voilà, je sais que là, moi je parle beaucoup de douleur, c'est mon domaine. Donc 10-20 minutes tous les jours minimum. Pensez à marcher. D'accord ? C'est important de rester fonctionnel pour oxygéner le cerveau. Parce que plus le cerveau va avoir d'oxygène, meilleur il va répondre. Et la douleur chronique, c'est une mauvaise réponse du cerveau face au stress. C'est-à-dire la douleur et stress, c'est la contrainte. Et on est sur un système autocontraint. D'accord ? Et le cerveau ne fait que répondre. Donc pas de bonnes informations, pas de bonnes réponses. Donc je vais vous montrer un dernier exercice bonus que j'allais oublier. C'est le roll-up modifié. D'accord ? Pour renforcer vos abdominaux et remettre de la synergie avec vos adducteurs. Abdominaux, ventre. Abdominaux, adducteurs, pardon. Donc vous serrez votre ballon avec vos genoux, vous inspirez, périnée transverse, vous soufflez, et c'est tout. Et là, vous renforcez vos abdominaux et vos adducteurs sans trop vous enrouler. Et puis plus vous êtes fort, plus vous vous permettez d'aller bas. Et puis à la fin, vous pouvez faire normal. Vous pliez, et tu vois ce que je veux dire ? Voilà. C'est une petite astuce. Vous comprenez ? Il faut retourner vers le mouvement de manière douce et progressive. Donc allez-y doucement, les amis. Faites des essais, faites des erreurs. La réadaptation, c'est pas linéaire. Il y a des essais, il y a des erreurs. Ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'il faut revoir la stratégie thérapeutique. Tous les 1 mois et demi, 2 mois, vous refaites un topo et vous voyez la stratégie thérapeutique. 1 mois et demi, 2 mois, je vous ai dit, c'est le temps d'ancrage cortical. Quand je fais une contraction, un mouvement, en tout cas pendant 2-3 minutes par jour, 1 mois et demi, 2 mois, c'est le temps que mon cerveau va mettre à prendre le temps d'ancrage cortical, les 3 mois, pour que ça soit visible à l'œil nu. Donc soyez patient et surtout soyez déterminé. D'accord ? Donc n'hésitez pas à me consulter en consultation si vous désirez que je fasse un bilan complet pour vous de rééducation, d'accord, un bilan complet de posture, posturologie, test musculaire, test orthopédique, test proprioceptif, on regarde la posture. Je suggère une étiologie, je fais un compte rendu et on vous fait un protocole personnalisé pour 1 mois et demi, 2 mois pour retourner vers le mouvement à votre rythme et surtout en autonomie. C'est pas vous rendre service que de vous rendre dépendant d'une méthode. Ce qui compte, c'est l'approche, et cette approche, elle doit être cohérente. Et cohérente et fondée sur les preuves en biomécanique et en neurophysiologie actuelle. Et donc je vous ai dit, la réadaptation, il y a des étapes. Des étapes, on mobilise, on active, on intègre. On relâche, on renforce, on réadapte. On crée de l'espace, on relâche le muscle, on essaye en tout cas de créer de l'espace, libérer des hormones, faire de l'oxygénation, et puis gérer la douleur, parce qu'on ne pourra jamais la supprimer en fait. On pourra que la remplacer par une meilleure expérience. Donc le cerveau doit faire des ponts par l'expérience, parce que la douleur est une plasticité pathologique. Et seulement après que j'ai réassuré mon cerveau, on peut réactiver le muscle, faire de l'hypertrophie, puis de l'hypertrophie fonctionnelle, c'est-à-dire on réintègre le muscle dans un mouvement plus quotidien, dans de la gestuelle. Vous comprenez ? C'est une histoire de comportement. Et donc le comportement, il va changer que si je change l'environnement. Donc tant que vous ne trouvez pas la meilleure formule pour vous, moi mon but c'est de trouver les meilleures formules pour vous, en ayant l'approche le plus globale possible, mais c'est vous qui faites le travail, c'est pas moi. Moi je vous dis, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, parce que je pense qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça comme problème, on essaye et on voit. Mais le meilleur acteur de guérison, de réadaptation, en tout cas, c'est vous. C'est vous qui avez les cartes en main. Et le seul levier durable quand on parle de douleur, c'est le mouvement. Mais il doit dépendre de l'étiologie. Donc moi, je peux suggérer des étiologies. Précision laser. Même si je ne peux pas tout voir, parce que personne ne peut tout voir. On imagine bien que le corps et le cerveau, c'est tellement complexe. Mais en tout cas, il faut que vous ayez l'approche la plus globale possible. Et que il faut
une approche qui soit pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'aucun thérapeute, aussi brillant soit-il ou compétent dans son métier soit-il, peut tout faire. Et c'est tout. D'accord? Donc, entouré de gens en qui vous avez confiance, et surtout dans un protocole, quel qu'il soit, dans lequel vous êtes impliqué. Parce que votre implication, c'est 80% du résultat. Donc moi, je prends en consultation que les gens qui veulent vraiment trouver des solutions et qui cherchent à trouver la meilleure solution pour eux. Et moi, je suis que là pour essayer de les rendre leur améliorer leur qualité de vie, quoi, et leur quotidien. D'accord? Donc merci à tous. Likez, partagez, commentez. Je vois pas toujours les commentaires, hein, m'en voulez pas. Je prends pas toujours le temps en ce moment. Mais voilà, likez, partagez. J'espère que ça va vous aider, ces petites réflexions et ces petits exercices. Donc step by step. Courage à tous les amis. Bonne fête d'avance si je vous revois pas d'ici là. Je vous fais des gros bisous les amis. À très vite.